Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le micro des gynécos, le podcast qui donne la parole aux experts de la gynécologie et de l'obstétrique. Aujourd'hui, Océane reçoit le professeur Morel, gynécologue obstétricien au CHU de Nancy et professeur en gynécologie obstétrique à l'Université de Lorraine. Nous allons explorer un sujet essentiel, la perception de la bientraitance obstétricale, une réflexion indispensable pour tous les professionnels de santé. Bonjour professeur Morel et bienvenue sur les ondes du micro des gynécos. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui pour discuter bientraitance obstétricale chez les gynécologues obstétriciens. Bonjour, merci de me proposer. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les différences de perception de la bientraitance obstétricale entre celles qu'on ressent, nous, les gynécologues obstétriciens, et celles que ressentent nos patientes? Alors une des plus grosses différences vient finalement de notre culture médicale en fait. On a eu une éducation médicale pendant pas mal d'années qui nous a poussé à raisonner essentiellement avec des indicateurs, des marqueurs de qualité des soins qui sont très dépendants de ce qu'on a appris. Ça peut être en obstétrique, le taux de césarienne, la façon dont on va faire une naissance instrumentale, le taux d'épisiotomie. Et en fait, ça, c'est des aspects techniques qui peuvent paraître accessoires pour une partie des femmes, qui, elles, vont être beaucoup plus sur un vécu en général. C'est-à-dire, comment était leur environnement quand elles sont arrivées à la maternité? Est-ce qu'elles ont été mises en confiance? Est-ce qu'elles ont l'impression que les professionnels qui s'occupent d'elles sont bienveillants, à l'écoute, en confiance? Comment va leur bébé à l'arrivée? Et finalement, comment est leur vécu également dans les heures, les jours et les mois qui suivent la naissance? Dit autrement, on peut très bien se retrouver une équipe d'obstétrique au sens large du terme, hein, avec les sages-femmes, les anesthésistes, les pédiatres, très contents au staff le matin parce que une naissance qui était un petit peu compliquée s'est finalement bien déroulée. On n'a pas eu de saignement majeur. Le bébé s'est bien adapté. Et puis finalement, quand on interroge la maman, elle peut être au stade du stress post-traumatique parce que tout ça a pu se passer, par exemple, avec une césarienne code rouge. Il peut y avoir eu une séparation avec le conjoint, une séparation du bébé. Elle peut développer dans les semaines qui suivent la naissance, une incontinence. Même si elle est provisoire, ça va altérer beaucoup le vécu. Et en fait, ça, c'est des gros gaps entre ce que nous, on regarde comme indicateur habituel, ce qu'on discute au staff, et le vécu des femmes ou des couples proprement dit. Tout à fait, c'est intéressant comme point de vue. Est-ce que ça a été étudié ou est-ce que c'est surtout votre expérience qui vous a permis d'arriver à ces conclusions? Nous, on commence à avoir des études sur ces sujets, hein. Il y a des travaux de recherche qui essayent de mettre en balance le gap qu'il peut y avoir entre ces différents indicateurs. Il y a une démarche qui est en train de se développer, qui vient des pays anglo-saxons, avec des indicateurs qui vont être les PREM et les PROM. En pratique, c'est des indicateurs de vécu, beaucoup plus que des indicateurs tels que je l'évoquais, des indicateurs médicaux tels que les taux de césarienne, les taux d'épisiotomie, et cetera. Donc on a des travaux qui montrent ça et qui mettent bien en balance la différence de vécu. Ce qui nous pousse aussi à réfléchir énormément, c'est l'essor des associations de patientes. Alors en France, une des associations les plus actives, c'est le CIAN. Et en fait, le CIAN dispose d'énormément de témoignages de femmes qui permettent aussi de se rendre compte de ces gros gaps entre ce que nous, on croit percevoir et en général, dans l'immense majorité des cas, les professionnels viennent pour essayer de bien faire leur travail. Donc on croit bien faire et finalement, il y a une perception qui peut être en décalage par rapport à ça. Donc finalement, on pourrait réfléchir à se centrer sur les attentes des patientes plus qu'à un succès de voix basse un petit peu difficile, comme on a tendance à se féliciter dans ces cas-là, c'est ça que vous voulez dire? Alors pas complètement, c'est un tout petit peu plus complexe que ça. C'est très bien que vous me posiez la question dans ce sens-là parce que ça serait un raccourci d'aller vers ça. C'est-à-dire que, il faut pas pour autant, qu'on jette aux orties, nos indicateurs médicaux. En fait, le vécu des femmes va être aussi, potentiellement
très influencés par la façon dont on leur présente les choses, et en fonction de nos propres convictions. Et en fait, on peut, c'est l'autre paradoxe, c'est-à-dire qu'on peut avoir un vécu individuel qui est positif. Par exemple, si vous avez 100 femmes avec un bébé en présentation du siège, et que toutes ces femmes reçoivent un discours très alarmant sur la tentative d'accouchement par voie basse, elles vont se féliciter d'avoir eu une césarienne programmée. Pour autant, donc elles auront potentiellement un vécu assez, positif, quelque part paradoxalement, y compris si on a des complications des césariennes, parce qu'elles auront, l'impression que tout a été fait, pour, sécuriser la naissance de leur bébé. Mais nous, pour autant, on ne pourra pas se satisfaire de ces indicateurs parce que on sait que en faisant 100 de césariennes dans cette situation-là, en fait, on altère au global potentiellement la qualité de vie par les complications, qui vont venir en supplément, par rapport à si on avait tenté des voies basses, avec un taux de succès assez élevé sur les voies basses. Donc l'idée est pas de se débarrasser complètement de nos indicateurs, médicaux. On a des indicateurs médicaux, de santé. C'est plus d'arriver à mettre en continuité nos indicateurs médicaux, qui restent pour la plupart tout à fait valables, avec des indicateurs de qualité de vie. D'accord, donc de les regrouper plus que d'en favoriser, les uns par rapport aux autres. Oui, il faut les potentialiser plutôt que les opposer. Et ça passe beaucoup par la qualité des messages, hein, on l'évoquait sur l'obstétrique, une des difficultés de vécu pour les couples, c'est la part d'incertitude de ce qui peut se passer au moment de l'accouchement. Et en fait, plus les femmes, ça a été clairement démontré, plus les femmes ont accès à des séances de préparation à la naissance où les différents risques leur sont expliqués, ce qui peut se passer leur est expliqué, l'environnement leur est montré avec des visites de salle de naissance, par exemple, plus on améliore le vécu, y compris en cas de nécessité de prise en charge en urgence. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres, conseils peut-être, en termes d'amélioration de nos prises en charge et de prise en compte, de ces divergences entre les patientes et les professionnels? Des conseils un peu pratico-pratiques, qu'on pourrait mettre en place pour améliorer nos soins dès à présent? Alors, pour améliorer les soins dès à présent, je pense que la première étape, c'est, ce qu'on est en train de faire, c'est d'abord se poser la question du vécu des femmes, parce que ça amène à une autre façon de réfléchir, à être beaucoup plus, à l'écoute de ce qu'elles nous disent, mais aussi à chercher l'information. C'est-à-dire qu'au lieu de leur passer un message médical un petit peu brut, comme on peut, l'avoir dans des contenus type, feuille d'information avant une intervention ou feuille d'information avant l'accouchement, ça, je l'ai dit, ça garde toute son importance parce que c'est la base de l'information, mais il faut essayer d'en savoir plus. On a fait un gros progrès en encourageant un maximum les femmes à, nous dire, ce qu'elles souhaitent pour leur accouchement, ce qu'elles envisagent pour leur accouchement. Alors moi, je suis déjà avec une certaine ancienneté dans la profession, mais à l'époque où j'étais interne, des femmes qui arrivaient avec un projet de naissance, c'était, mal vu, voire moqué par les équipes. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que si on encourage cette pratique, ça permet aux femmes de verbaliser un maximum qu'est-ce qu'elles peuvent attendre. La plupart du temps, en fait, c'est très simple d'y répondre, hein, à leurs attentes, ou au contraire, qu'est-ce qui les angoisse, et ça permet de désamorcer un maximum ces angoisses, a priori. Une autre grosse difficulté, c'est qu'on parle en permanence de consentement éclairé. Quels que soient les soins, hein. Alors c'est pas particulièrement en gynéco-obstétrique, mais c'est pas moins en gynécologie obstétrique que dans les autres disciplines. Et en fait, on est en train d'illustrer que, aujourd'hui, dans plein de situations en gynécologie obstétrique, c'est pas si simple que ça de parler de consentement éclairé. On a fait des enquêtes, alors qui sont pas encore publiées, sur, par exemple, les indications ou les modalités de déclenchement. En fait, on se rend compte qu'on va avoir, à peine 30 des professionnels interrogés qui vont penser et du coup dire la même chose à leurs patientes. Vous faites une enquête sur, voie d'accouchement en cas d'utérus cicatriciel, les réponses sur des professionnels, hein, les réponses sur le risque estimé de rupture utérine sont extrêmement surprenantes, et c'est forcément des infos qui vont, transférer aux patientes. C'est pareil sur les risques en cas de présentation du siège ou de jumeaux. Donc, on a, un premier problème qui est, comment est-ce qu'on arrive
Pas homogénéiser pour homogénéiser, hein. Il y aura toujours des sujets qui prêtent à discussion, mais sur les sujets sur lesquels on a un très bon niveau de preuve, avoir des professionnels qui sont tous au même niveau et qui vont passer la même information. Et est-ce que les fiches d'information, par exemple, nationales, un petit peu comme les RPC, mais quand, quelqu'un a vraiment fait une revue de littérature qui permet de dire quand même on a tel, risque avec des chiffres, je veux dire, dans telle ou telle, situation, pour les situations où on a des chiffres, hein, est-ce que ça permettrait pas d'aider les professionnels, à homogénéiser? C'est quelque chose qu'il faut absolument encourager, hein. C'est alors aujourd'hui, sur la majorité des fiches d'information, vous avez très peu de chiffres. Il y a quelques fiches d'information avec des chiffres, par exemple sur le risque de rupture des membranes après amniosynthèse, hein, ou après, ponction de trophoblastes. Ça, c'est un exemple qui me vient en tête. Mais sinon, il y a très, très, très peu de chiffres sur nos fiches d'information. Bon, c'est vrai que les chiffres, parfois, ça aide quand même aussi parce que tout le monde avec sa sensibilité les interprète, à sa manière, mais parfois on est prêt à prendre un risque, grave, mais qui est rare. Alors ça, c'est hyper important aussi ce que vous venez de dire. Il y a 2 choses. Il y a, la façon dont on évalue le risque. Si vous demandez de vous chiffrer en pourcentage à une dizaine de personnes, vous leur dites: «Si je vous dis que le risque est pas fréquent» et que vous leur demandez le pourcentage, vous allez avoir des grosses surprises. La même chose si vous parlez de risque élevé. Il y a des gens qui vont parler de risque élevé des 10 et d'autres qui vont vous répondre 90. Donc c'est vraiment très important d'essayer de chiffrer pour être dans de l'objectif et pas, dans une totale subjectivité. En plus, quand on chiffre, on va avoir moins d'impact du langage corporel. C'est-à-dire si vous dites, risque très élevé, mais en le relativisant avec le ton, ça va être moins perçu que, si vous froncez les sourcils en même temps, quoi. Et même la place du langage non verbal, vous voulez Oui, dire? oui, il y a aussi la place du langage non verbal qui est hyper important. Oui, bah, c'est très intéressant, merci de nous sensibiliser à tout ça. Je me suis demandé aussi en vous écoutant, parce que c'est vrai qu'on a tous envie, hein, de mieux informer, les gens. Il y a toujours j'ai l'impression qu'il y a aussi la problématique parfois de la durée de la consultation. Que finalement, on se retrouve vite un peu limité dans le temps pour avoir, ce type d'information qui dépasse la feuille d'information. Il faut aussi prendre l'attention, faire la bandelette urinaire et cetera et puis on a plein de choses à dire. On veut récolter aussi essayer de comprendre la manière dont la patiente a compris ce qu'on a dit, faire un petit peu une restitution ou si on fait les choses, comme on aimerait bien les faire complètement, ça prend du temps. Donc comment vous faites avec ça dans votre pratique? Alors moi, j'ai pas de solution magique mise en œuvre aujourd'hui. Par contre en fait, je suis occupé sur d'autres sujets, donc j'ai pas pris le temps de me positionner là-dessus et je pense que je l'aurai pas. Mais je pense qu'on est beaucoup trop archaïque dans notre façon d'aborder la médecine. C'est-à-dire qu'on reste persuadé que c'est, à nous individuellement de passer les informations. Or, ce qu'on est en train de discuter, voie d'accouchement en cas d'utérus cicatriciel, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. L'idée est pas d'imposer aux femmes une voie d'accouchement, mais de leur passer des informations sur des niveaux de preuve qui sont relativement élevés, hein, sur l'utérus cicatriciel. On sait très bien, dès le début de la grossesse, quelle femme a un utérus cicatriciel dans une maternité. On pourrait tout à fait envisager de faire, 1 fois par mois, une séance d'information commune pour les femmes qui ont un utérus cicatriciel, ce qui n'empêche pas ces femmes d'en rediscuter individuellement avec la sage-femme ou l'obstétricien qui les suit. Mais il y a plein de choses qu'on pourrait, diffuser comme information, pas forcément dans le cadre classique de la consultation. Par ailleurs, sur du temps qu'on je suis désolé, j'utilise assez spontanément le temps qu'on perd en consultation. C'est assez, ça m'est venu comme ça, hein, c'est pas un lapsus. Quand vous décrivez, le fait de devoir rentrer nous-mêmes dans le dossier, la tension artérielle, ce qu'on a regardé sur la bandelette, demander à chaque consultation de façon répétitive aux femmes en attendant qu'elles soient installées à la consultation, si elles ont des contractions, si le bébé bouge bien, tout ça. Aujourd'hui, tout le monde enfin, il y a encore quelques femmes qui ont pas de smartphone, mais la majorité en ont un. On pourrait très bien, si on avait des outils informatiques adaptés, avoir des femmes qui vont pré-remplir leur consultation, elles pourraient même le faire la veille ou l'avant-veille ou, dans le métro ou où elles veulent en fait avant de venir nous voir et qu'en fait au moment où elles s'assiedent, toutes ces questions complètement bateau, compré compréhensibles par l'immense majorité des femmes. Il y en a quelques-unes qui pourront pas le faire en autonomie, notamment en cas de barrière linguistique, mais la majorité pourrait le faire. Tout ça pourrait être parfaitement réglé. Il y a aussi, notre problème
d'arriver à mieux définir, quelle est la compétence de chacun. Et en fait, aujourd'hui, poser ces questions, ça pourrait très bien être fait, par, à minima les sages-femmes, mais même éventuellement des infirmières de pratique avancée avant les consultes. Et aujourd'hui, qu'un gynécologue obstétricien qui a fait 11 ans d'études passe la majorité de ses journées de consultation à reposer ces questions-là de façon répétitive, on n'a pas besoin de faire 11 ans d'études pour poser ces questions-là et recueillir les informations. Par contre, nos années d'études vont apporter quelque chose sur les discussions avec les patientes autour de toutes les décisions dont on est en train de parler. Pas que, hein, il y a aussi, les situations de grossesse à risque, mais on devrait beaucoup plus passer de temps à se concentrer là-dessus qu'à faire, du de l'extrêmement courant. Aujourd'hui, alors souvent les anesthésistes, montrent un petit peu la voie. Aujourd'hui, il y a plus un seul anesthésiste qui remplit lui-même un dossier de consultation. Les patientes les remplissent elles-mêmes et l'anesthésiste va vérifier avec elles et c'est vraisemblablement ça la bonne façon de faire. Tout à fait. Mais écoutez, nous, en plus, on est vraiment convaincus que les outils connectés ont beaucoup d'avenir en médecine et qu'il faut les utiliser à bon escient. Et à titre personnel, maintenant que je travaille à Genève, justement, comme vous le dites, il y a une sage-femme avec chaque gynécologue qui se charge de toute cette partie. Et en effet, ça fait gagner beaucoup de temps et tout le monde s'y retrouve. Merci beaucoup, professeur Morel, pour cet épisode vraiment intéressant sur un sujet qu'on est content de traiter aujourd'hui, de la bientraitance en gynécologie obstétrique. À bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.